à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey et Lisa Pradey. Nous sommes toutes les deux autrices et aujourd'hui on va tenter de vous donner des conseils sur comment vous faire connaître en tant qu'auteur. Donc là on va balayer un petit peu toutes les méthodes durant cette vidéo. On en parlera beaucoup plus, de manière plus approfondie sur les playlists L'écrivain entrepreneur, qui sera une chaîne vraiment consacrée au marketing littéraire. Alors pour commencer, on ne peut pas parler de se faire connaître sans parler des réseaux sociaux. On va commencer par se faire connaître de manière virtuelle et ensuite on parlera de la vraie vie. De se faire connaître de manière en direct quoi. Donc oui, pour se faire connaître, je pense que ça commence par les réseaux sociaux. Comme on l'a déjà dit dans certaines vidéos auparavant et qu'on continuera de vous dire encore et encore et encore. Il faut penser aux réseaux sociaux bien avant de publier votre roman. L'idéal c'est de commencer vos réseaux sociaux en même temps que vous commencez l'écriture de votre roman. Ça vous permet de vous faire connaître, de mettre un petit peu de suspense, de partager votre vie d'écrivain, même si vous êtes débutant, vous partagez votre vie d'auteur débutant sur les réseaux sociaux pour que les gens apprennent à vous connaître et s'attachent à vous au final. Ensuite, quand on parle réseaux sociaux, il faut évidemment bien les choisir parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux. Vous pouvez pas être sur tous les réseaux sociaux, c'est pas possible. Ou alors vous allez papillonner et au final vous allez vous faire connaître sur aucun d'entre eux. Il faut en choisir un ou deux maximum et puis vous mettre à fond dans ces réseaux sociaux là. Nous personnellement on est plus Instagram. C'est ça. Au début, avant Instagram, je faisais Twitter. Pour l'un de mes premiers romans, je m'étais mise à Twitter. C'est vrai que c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'avais réussi un peu à faire partie d'une bonne communauté littéraire. J'ai rencontré énormément d'auteurs sur Twitter. En plus des auteurs que j'ai pu rencontrer en vrai par la suite, physiquement. Et je sais que j'ai vendu quand même pas mal de livres grâce à Twitter. Et après, du coup, je me suis mis à Instagram, je sais plus pourquoi. Parce que je crois que quand je me suis mise à Twitter, c'était pas encore vraiment la mode Instagram. Et depuis que vraiment je suis sur Instagram, j'arrive plus à être sur Twitter. Et en fait, maintenant, quand je vais sur Twitter, je sais même plus quoi dire. Je sais, j'arrive plus. Parce que sur Twitter, c'est vrai que c'est vraiment du blabla. Enfin, Instagram, c'est vraiment le visuel. Twitter, faut vraiment, c'est vraiment le blabla en gros. Ça montre que c'est quasiment impossible de gérer 2, 3 ou 4 réseaux sociaux en même temps. Parce que c'est difficile d'être à fond sur plein de réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'avoir une publication et de mettre la même publication sur tous les réseaux sociaux. Chaque réseau social a son public propre. Et donc du coup la stratégie de communication ne sera pas la même sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Medium. Donc il faut choisir un et il faut choisir celui où il y a votre public. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois, sur comment publier un roman. Je crois que c'est sur cette vidéo que je l'ai dit. Bref. Il faut choisir votre réseau en fonction de votre public. Si vous écrivez de la fantaisie comme nous, Instagram, il y a du public. En soi, Twitter aussi, il y a du public, mais il faut choisir. Si vous écrivez un livre sur comment être entrepreneur ou comment investir dans l'immobilier, peut-être que ce sera plus un réseau comme Medium, qui est tiré de Twitter, mais voilà, que quoi qu'Instagram, il y a quand même pas mal de monde. Mais bon, il faut bien le choisir, il faut qu'il nous plaise, il faut que vous soyez à l'aise, c'est ça. Moi je sais que Facebook c'est mort.
C'est mort, je n'ai jamais aimé Facebook, j'y ai été parce que c'était la J'ai mode. l'impression que ça a un peu dépassé. Ah ouais. Ouais. Voilà. Alors après, il y a encore des auteurs qui ne jurent que par Facebook et qui vendent par Facebook. Et si vous êtes à l'aise sur Facebook, allez sur Facebook. Moi c'est vrai que moi Facebook, j'ai fait une croix. Et bien, moi j'avais Facebook avant Twitter, après je me suis mis à Twitter, maintenant à Instagram. C'est vrai que maintenant sur Instagram, ça va, je suis à l'aise. C'est vrai que oui, on peut pas. Il faut choisir un réseau social et être à fond dessus. C'est pas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais oui, je pense que c'est pas uniquement poster une fois par jour la petite promo pour le livre et tout ça. C'est vraiment être actif, interagir avec les gens, commenter, s'intéresser aux autres, et tout ça, ça prend du temps, et faire ça sur 2 réseaux, je trouve, ou alors t'as plus de vie à côté. Ah oui, oui, parce qu'il faut quand même avoir le temps d'écrire. Ouais. Mais c'est bien ce que tu dis, ouais, qu'il faut pas arriver et faire sa promo au direct. Si vous n'avez pas pensé à votre stratégie avant, que ça y est, elle est publiée, vous vous dites mince, maintenant il faut que je le dise aux gens, il faut que j'aille sur les réseaux, et que vous arrivez direct, vous dites ah ben venez acheter mon livre. Alors les gens ils vont pas le faire, il faut qu'ils vous connaissent avant. Il faut créer sa communauté. C'est ça. Et moi je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire maintenant, au bout de mon 9e roman. C'est qu'avant, pour les autres romans, j'étais très active sur Instagram, mais j'avais 300 abonnés. Ouais. Du coup, j'étais pas vraiment à fond dans le truc. Et là, je suis en train de. J'ai un peu plus ciblé ce que je voulais, les gens que je voulais attirer. Et du coup, là, j'essaye en tout cas de faire un peu monter, de faire grossir ma communauté. Qui, je pense, sera une communauté qui sera intéressée par le thème de mes livres. Et voilà, pour le jour où je sors mon prochain roman, il y aura des gens pour. Il y aura des gens à qui le dire. Il y aura des gens à qui le dire et qui seront potentiellement intéressés. Après, on a parlé des réseaux sociaux. Moi, je différencie les réseaux sociaux des plateformes. Les plateformes, ça marche. Les réseaux sociaux, ça marche au nombre d'abonnés. Les plateformes, ça marche plutôt en recherche, comme Google. Par exemple, pour moi, YouTube, c'est une plateforme. Pinterest, c'est une plateforme, c'est-à-dire que vous faites une recherche et ça ressort par mots-clés. Donc, moi, je préconise un réseau social et une plateforme. Après, ça, c'est à vous de voir. Il y a aussi les podcasts qui peuvent être des plateformes. Ça, c'est pas du tout mon rayon. J'ai jamais fait de podcast. Je sais qu'il y a des auteurs qui font des podcasts. J'avoue que c'est pas du tout mon délire. En tout cas, pas encore. C'est pas bien non plus. Voilà. Mais du coup, voilà, je conseille d'avoir un réseau social et une plateforme en fait pour diffuser du contenu. Sur les podcasts, vous allez diffuser des podcasts. Ça se tient. Sur YouTube, vous allez diffuser des vidéos. Sur Pinterest, vous allez diffuser des images. Donc tout ça, ça doit être relié, votre réseau social et la plateforme que vous allez choisir doit être relié à votre site ou votre blog d'auteur. C'est indispensable. Ouais, on en parlait dans la vidéo précédente. Le site d'auteur qui permet vraiment de créer une image. De votre univers, de vous. Et en fait, la plateforme va permettre, les réseaux sociaux et la plateforme vont permettre d'amener du monde sur votre site. Parce que c'est très difficile d'être référencé sur Google. Si vous avez que votre site, il va falloir faire du SEO, donc du référencement naturel. C'est très dur, surtout pour un auteur. Donc les plateformes et les réseaux sociaux permettent que les personnes, vos abonnés, se convergent vers votre site et font des visiteurs. Donc voilà, c'est le trio, je pense, indispensable. Un de chaque, plus c'est difficile, ça demande beaucoup de temps, moins c'est compliqué. Pour le juste milieu. Voilà. Après, on n'est pas du tout des expertes en marketing. On est toutes les deux auto-entrepreneuses, donc on a chacune nos expériences de ce sujet-là, parce qu'on a dû apprendre à se faire connaître. Et on n'est même pas tout le temps d'accord.
Donc même les experts en marketing ne sont pas d'accord entre eux en soi. C'est ça qui est difficile quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on voudrait qu'on ait une personne qui nous montre la voie. Et non. Mais il n'y en a pas. En fait, il y a plusieurs personnes qui te montrent plein de voies. C'est ça. Après voilà, ce qui est important c'est d'avoir une ligne et de s'y tenir. C'est très difficile parce qu'on est toujours en train de douter, de se dire ah j'aurais peut-être dû choisir un autre réseau social, du coup je vais quand même essayer d'en faire un deuxième. Prenez le temps de réfléchir à là où sera votre public et là où vous êtes à l'aise. Choisissez un réseau social, une plateforme, faites votre site et tenez-vous-y. Vraiment, soyez actifs dessus, même si vous avez des moments de doute. C'est ça qui est difficile en fait, c'est quand on a des moments de doute. Votre ligne éditoriale, la ligne que vous avez choisie pour votre marketing, ça doit être votre bouée de sauvetage. Quand vous avez un doute, il faut croire en cette ligne que vous avez créée. C'est pas facile. Oui. Mais il faut la tenir. Il faut la tenir. Ouais. Parce que si vous changez tout le temps, vous n'aurez pas le temps de vous faire connaître à un endroit que vous allez changer et du coup vous allez être connu nulle part. C'est ça. C'est un peu le problème de ceux qui veulent toucher à tout. Ouais. Voilà, il faut vraiment choisir et se tenir au choix. C'est ça. Ayez confiance en votre choix. Voilà. Et après, par contre, une fois qu'on a bien choisi, on s'est lancé dans un réseau, il faut garder le rythme quand même. Faut pas être absent pendant un mois. Non, ouais. Voilà. Il faut être régulier. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que moi j'ai abandonné Twitter parce que je commençais à plus être régulier. Et en fait, à chaque fois que je revenais, c'était pour dire coucou, je suis de retour. Coucou, je repars. C'est ça. Et je voyais que mes abonnés, je réagissais même plus. Quoi. Donc, bon. Ouais. Du coup, maintenant, je suis sur Instagram et c'est important de garder un rythme pour que les gens. C'est aussi une preuve de sérieux, je pense, de garder oui. Un rythme dans les publications. Oui. C'est ça. Et puis, ça permet que les gens ils vont s'habituer à vous, ils vont vous voir régulièrement. Et c'est comme dans la vraie vie, hein, quelqu'un que vous voyez tous les jours, vous finissez par vous attacher à lui et par le suivre et par vous demander quand vous ne le voyez pas, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis hop, vous le revoyez. Non, c'est important que les gens vous voient tous les jours en fait. De toute façon, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à le dire à vos abonnés. Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Les abonnés sont des êtres humains. Des fois on l'oublie. Ouais. Des fois on l'oublie, hein. On a peur du jugement. Moi je vous raconte ça parce que en fait j'ai eu mon entreprise et elle n'a pas marché. Parce que justement je me suis pas vraiment fait une ligne éditoriale et en plus je changeais de stratégie tous les 2 mois. Parce que je doutais de ce que je faisais, donc j'essayais autre chose et puis je doutais, donc je refaisais encore une 3e chose. Et jusqu'à ce que je décide de voir un community manager. Ce qui était trop tard, j'étais déjà en train de couler, mais bon, c'est pas grave, ça m'a quand même appris des choses. Et on disait quoi? Que ton entreprise, tu changeais de ligne éditoriale. Ouais, avant ça, qu'il fallait suivre son objectif. Ouais. Ah oui, les doutes, qu'il fallait faire partager nos doutes à nos abonnés. Et je me mettais beaucoup de pression sur Instagram. Je voulais tellement que tout soit parfait que des fois je voulais que tout soit parfait et j'avais peur du jugement si jamais ce n'était pas parfait. Donc déjà je mettais très rarement ma tête parce que je me disais oh là là je suis pas maquillée, oh là là j'ai des cernes, oh les gens ils vont me trouver affreuse. Mais les abonnés sont des êtres humains, ils sont comme nous. Il n'y a pas besoin de la perfection, c'est une fausse excuse la perfection. Donc n'ayez pas peur de vos abonnés, ils vous aimeront comme vous êtes. Et puis s'ils vous aiment pas, ils se désabonnent. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça en place, ce qui va être important, c'est de partager, justement. De partager avec les autres auteurs, de partager avec vos lecteurs. Ce que vous ne pourrez pas faire si vous débarquez une fois que vous avez déjà publié et que vous arrivez genre « Bonjour, achetez mon livre !» Vous n'avez rien partagé avant, donc personne ne vous connaît, vous n'avez rien donné, donc personne ne va rien vous acheter. Il faut d'abord donner, il faut d'abord partager avant de recevoir. Putain, ça manque.
en parlant de donner, une fois que le livre sera publié, il va falloir en donner pas mal. Et notamment aux chroniqueurs et à tout ce qu'on va appeler service presse, ce qui est très très important. Et il faut y penser. Moi je connaissais pas, enfin, oui je connaissais pas trop pour mes premiers romans le principe du service presse. Enfin, je connaissais pas, disons que c'était pas un réflexe. Et c'est en voyant d'autres auteurs le faire que du coup je me suis renseignée là-dessus. En fait voilà, il y a des chroniqueurs, ils sont là pour lire les livres. Je sais pas si c'est leur métier, mais en tout cas c'est leur passion de lire des livres et de partager leur lecture. Alors j'avais commencé par des gros chroniqueurs, enfin des magazines spécialisés fantasy. Oui, là c'est leur métier. C'est leur métier et je m'étais fait refouler parce que j'étais auto-éditée. Et j'avais eu un refus, ils disaient oui on ne prend pas les auteurs à compte d'auteur. Et alors là je leur avais dit leur cas de vérité en disant que j'étais pas compte d'auteur, que j'étais auto-édité, que ce n'était pas pareil. Et en gros je leur ai dit leur cas de vérité. Bon, ils l'ont pris comme ils l'ont pris, mais parce que j'ai trouvé ça vraiment hallucinant qu'un magazine spécialisé en fantasy ne veuille même pas prendre la peine de lire un livre parce qu'il est auto-édité. Enfin, elle est sensible sur ce sujet. Et oui, mais ça fait partie. Non, mais c'est vrai parce que ça fait. Je vois pas pourquoi un auto-édité ne pourrait pas profiter de ce service presse comme tout le monde. Donc, du coup, heureusement, il y a les chroniqueurs, booktubeuses, instagrammeuses, tout ça, qui accepteront volontiers de lire vos livres. Alors là, pareil, il faut cibler. On va pas envoyer un roman de fantasy à une booktubeuse spécialisée dans les polars. Et pour ça, j'ai découvert le site, la plateforme Simplement Pro, qui est dédiée aux auteurs, aux éditeurs et aux chroniqueurs. Du coup, il suffit de s'inscrire, d'avoir un compte. Si on est auteur, on propose notre livre en service presse, et puis il y a des chroniqueurs du coup qui arrivent et qui peuvent dire, qui se proposent de chroniquer le livre. On mettra le lien dans la description, on mettra le lien de ce site. C'est ça. Et franchement, il est superbe ce livre parce que tu vois, pour la main d'Amas, pour un de mes premiers romans, j'avais passé beaucoup de temps à chercher les chroniqueurs. Et avec ce site, c'est tout. Franchement, tu balances comme ça ton livre, ton service presse, et les chroniqueurs ils arrivent tout seuls. Franchement, c'est super. Bon, ça n'empêche pas quand même, si vous voulez en chercher, de les chercher. Hein. Oui. Si vous avez des chroniqueurs fétiches que vous aimez bien, vous pouvez leur demander. Oui, bien sûr. Oui, après, ça sera quelque chose à prévoir dans votre budget marketing, c'est qu'il va falloir envoyer les livres. Oui. Donc si vous prévoyez 10 chroniqueurs, il va falloir envoyer 10 livres. Alors, ouais. Surtout si vous êtes comme moi, que vous écrivez des gros pavés de 600 pages, faut prévoir un coup. Voilà, tu sais que c'était limite si je devais l'envoyer en colis, moi, le dernier. Oui, ouais. Il passait tout juste en mode lettre. Et je crois que 10 pages de plus, c'était en mode colis. Donc voilà, donc c'est quelque chose à prévoir et pareil, à anticiper. Commencer à réfléchir, à les contacter en amont. Enfin, dès que vous avez écrit peut-être pas dès que vous avez écrit le premier jet quand même, mais quand ça commence à se concrétiser, que la correction est faite, commencez à les contacter. Vous pouvez commencer à les chercher avant. Moi je prévois, parce que moi je planifie tout, je planifie tout. Je prévois de vraiment les rechercher au moment où on laisse poser le bouquin en fait. Là, les 1 à 3 mois où on laisse poser son roman pour ensuite revenir dessus, c'est là que je prévois moi de chercher tous mes prestataires. Parce que j'aurai plus de temps. Ah, moi je prévois pas ça, tu vois. Enfin, je prévois pas ça. Au niveau des chroniqueurs, tu vois, moi maintenant je passe par la plateforme Simplement Pro. Je sais que ça me fait gagner du temps et après voilà, du coup j'ai du temps pour faire autre chose. Mais effectivement, pas tous les chroniqueurs sont sur cette plateforme. Je crois que je l'ai jamais envoyé à des booktubeurs et c'est vrai que j'aimerais bien aussi en trouver. Booktubeurs, si tu nous écoutes. Mais voilà, après du coup qui dit chroniqueur, booktubeur dit aussi critique et il faut savoir accepter la critique et il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et surtout il faut pas se braquer quand on a une mauvaise critique. Non, surtout pas.
Voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise critique, bah ok, bah, on peut pas plaire à tout le monde. Et en plus c'était une chroniqueuse qui n'avait même pas réussi à finir mon livre. Alors, je crois que c'est un des pires choses qui peut... je crois que c'est une des pires choses je crois qui puisse arriver, c'est que le livre soit tellement... Enfin elle a pas accroché. Horrible. Voilà. Non, c'est juste qu'elle a pas accroché. Oui, bah elle a oui, pas c'est accroché. Avant, j'avais reçu d'autres critiques de chroniqueurs qui l'ont mis dans leur coup de cœur. Bon, bah, il y en a un qui a pas aimé, il y en a un qui a pas aimé. Faut surtout pas se braquer et du coup se mettre trop de doutes par rapport à une mauvaise critique. Moi, j'ai un auteur une fois qui est venu me voir parce que j'avais lu son livre et il était en panique parce qu'il avait reçu un mauvais commentaire sur Amazon. Et du coup, il m'a vraiment demandé comment il était mon livre. Il était vraiment en doute, vraiment. Et je l'ai fait déstresser. Écoute, c'est pas grave. Même si même si notre roman il est pas parfait, bah écoute, on va s'améliorer. Enfin, je veux dire. Et c'est intéressant parce que j'ai lu un livre qui a rien à voir et qui dit que une mauvaise critique dans notre vie, hein, sur nous, pas forcément sur le livre, mais une mauvaise critique que l'on reçoit, il faut 4 compliments pour nous faire oublier la critique, pour nous faire dépasser la critique. Donc c'est fou comme la critique nous impacte en tant qu'être humain. Et il faut arriver à se détacher de ça, sachant que normalement, avant les chroniqueurs, vous avez eu les bêta-lecteurs. Donc, et les bêta-lecteurs, ils vous font des critiques, mais c'est pas public. Donc vous êtes déjà un petit peu fait votre arme émotionnelle. Vous avez déjà soit corrigé ou pas, mais après, il y aura quand même des gens qui vont lire votre produit fini et qui vont pas aimer, mais c'est normal. C'est pas parce que vous avez des critiques négatives qu'on va pas lire votre livre. Au contraire, moi, souvent, je suis peut-être même plus attirée par un livre qui va avoir des critiques assez corsées négatives. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a pas aimé le livre? Mais nous, on aime les personnages incompris, on aime les livres incompris. C'est ça. Si je vois un critiqueur... Si je vois un chroniqueur qui va descendre un livre, je vais vouloir savoir pourquoi et je vais m'intéresser au livre. Voilà. Tandis qu'un livre que tout le monde adore, qui est trop à la mode, et bah, ça va peut-être moins m'intéresser. C'est fou, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de demander des critiques, c'est ce qu'il faut. Ensuite, on va passer à la partie beaucoup moins virtuelle, mais vraiment dans le réel, pour apprendre, pour se faire connaître. Ça va être les salons du livre. C'est tellement génial. Oui. C'est tellement mieux. Génial. Enfin, génial. Nous on aime bien, c'est plus convivial, on voit nos lecteurs en vrai, enfin moi pas encore parce que j'ai pas encore fini le premier jet, mais déjà de participer à des salons, moi j'adore. Et vous voyez les lecteurs en vrai, c'est pas du virtuel, hein, la personne elle est là c'est et... ça. Alors, ça dépend des salons. Parce que quand tu dis que c'est génial, ça met quand même il y a quand même des salons où on arrive et on reste assis toute la journée pour voir 3 lecteurs passer. C'est sûr, ça arrive. Mais du coup, ça crée beaucoup de liens entre les auteurs. Et du coup, je me suis fait plein de potes dans la communauté auteur depuis les années où je fais les salons du livre. Ouais. Et surtout, parce que généralement, on va faire tous les salons du livre de notre région, de notre département. Et franchement, à la fin, on est un peu... C'est tout le temps les mêmes qui reviennent, tout le temps la même bande d'auteurs. Et vous allez voir, il y a une famille d'auteurs, une famille littéraire qui se crée, qui existe déjà dans votre région. Et quand vous allez découvrir cette famille-là, ça va être génial parce que moi je sais que quand j'arrive à un salon du livre, et ben déjà, des fois je sais qui il va y avoir, mais des fois j'ai hâte de savoir, tiens, lui il est là, lui il est là. Et en fait on se retrouve tous au salon du livre, c'est trop bien. Enfin, franchement, on se fait des amis. c'est des copains. Donc vraiment, même s'il n'y a que 3 lecteurs qui passent, gardez la banane, soyez toujours de bonne humeur. C'est important hein, parce que même nous, du coup, dans notre expérience de visiteurs des salons du livre, quand on voit un auteur qui est comme ça, derrière son stand, on n'a pas trop envie d'aller vers lui. C'est compréhensible hein, quand on passe 3 heures et qu'on n'a pas vu une personne passer, voilà, mais il faut garder la banane, il faut garder la patate.
il y a des moments où moi je doutais beaucoup en salon du livre. Alors le pire, c'est quand il y a beaucoup de monde et qu'on vend pas. Ouais, j'avoue, Et quand nos voisins ils vendent et que nous on vend pas. Faut pas se... Moi, Faut pas se braquer, voilà, faut pas se braquer faut- parce que moi j'étais... Alors j'ai commencé avec la poésie en plus. Alors, T'es pas aidé. Hein. autant dire que la poésie ça attirait pas beaucoup de monde. Et en plus, après je me suis mis au roman donc de fantasy. Et en salon du livre, au final... Pour la moyenne d'âge, elle est quand même élevée en salon du livre, faut être honnête. Hein. Ouais. Et moi, je rencontrais pas forcément mon public. Il faut dire que voilà, je rencontrais pas beaucoup de monde intéressé par la fantasy. D'ailleurs, généralement, quand je vendais mes romans en salon du livre, c'était des grands-parents qui les achetaient pour leurs petits-enfants. Très souvent, très souvent. Et du coup, voilà, je rencontrais pas trop mon public et du coup, des fois, je passais des heures où à la fin, j'avais vendu que 2, 3 livres. Et franchement, des fois, je me démoralisais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, franchement, enfin, je devrais arrêter, faire autre chose. Et bon, j'ai fait des grosses remises en question pendant les salons du livre. Et en fait, voilà, faut vraiment pas se braquer, faut avancer. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est comme dans tout, il y a des moments de doute. Après, voilà, il y a des gros salons comme le salon du livre de Paris. Moi, je l'ai fait grâce à The Book Edition. Qui invitent des auteurs chaque année sur leur stand. Et là, c'est pareil. Ça peut être un moment de doute parce que le salon du livre de Paris, les gens ils viennent quand même pour les têtes d'affiche. Moi, la première, j'ai fait la queue pendant 4 heures pour voir Amélie Nothomb. Ensuite, je me suis dépêchée, j'ai fait la queue pour aller voir David Fuenkinos. Après, voilà, tout le monde fait ça. Et au final, les petits auteurs qui sont au Salon du Livre de Paris, ils vendent pas beaucoup de livres. Mais tu avais quand même connu une petite victoire. Tu m'avais raconté qu'il y avait une personne qui était venue exprès au Salon du Livre pour me voir. J'ai pas compris. C'est ouf, hein. Alors, parce qu'en plus, pour remettre dans le contexte, où à l'époque je ne faisais absolument pas de marketing, j'avais pas Instagram, j'avais à peine Twitter, et je sais pas comment c'est arrivé. Donc rien que ça met la patate. C'est vrai. Rien qu'une personne qui vient au salon du livre juste pour vous voir. Et qui me demande une photo. Et en plus, franchement, c'était ouais, ça met la banane, hein, je pense. Ouais, hein. ça met vraiment la banane. Et mais bon, voilà. Du coup, je préviens parce que je sais que le Salon du Livre de Paris, il y a beaucoup d'auteurs qui veulent le faire. Alors oui, c'est bien de le faire par expérience. De voir, parce que c'est vraiment quelque chose d'immense, de très grand. Mais faut pas avoir non plus beaucoup d'attentes quand on est des petits auteurs. Partez pas pessimiste non plus. Oui, voilà, mais on sait qu'on va pas avoir une file d'attente de 4 heures pour nous. Partez en connaissance de cause, mais c'est vrai que de toute façon, tous les salons, il y a une tête d'affiche et il faut avoir conscience que les gens viennent pour la tête d'affiche. Donc nous, forcément, en tant qu'auto-édité, à moins d'avoir 1 million d'abonnés sur notre Instagram, il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir exprès pour nous. Mais ça n'empêche pas de faire du marketing au moment même du salon du livre. Si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on fasse une vidéo sur comment bien réussir son salon du livre, on pourra vous faire une vidéo là-dessus. Dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse, on s'exécutera. Donc ensuite, en plus des salons du livre, vous pouvez organiser vous-même vos dédicaces avec des librairies du coup partenaires ou peut-être d'autres boutiques, mais bon, en général c'est avec des librairies qui acceptent les auto-édités déjà et qui acceptent de faire des dédicaces dans leur librairie. C'est très bien, je trouve, les dédicaces, parce que là pour le coup, il n'y a que vous, il n'y a pas de concurrence. Et c'est un très bon moyen de rencontrer les lecteurs. Voilà. Après, il faut faire une bonne promo du coup pour la dédicace. C'est pas un salon du livre, non, il y a les organisateurs qui font déjà la promo du salon du livre. La dédicace, moi ça m'est déjà
Ça m'est déjà arrivé de faire une dédicace, parce que j'habite dans le 05 et j'avais fait une dédicace dans un autre département près de Grenoble, Lamure, je sais plus quel département Ah c'est. oui, 38. 38. Et du coup, j'ai pas du tout pu faire de promo à Lamure parce que c'était pas le même département et je vais pas les prospecter, faire une heure de route pour les prospecter. Enfin bref, comme c'était pas chez moi, je pouvais pas trop faire la promo. La libraire m'avait dit qu'elle faisait de la promo de son côté, qu'elle mettait des affiches. Bon bah du coup, c'était comment dire. Bah, je crois que la libraire elle a appelé sa mère pour qu'elle vienne m'acheter un livre pour faire genre j'ai vendu un livre, mais du coup il y avait eu personne. La librairie en soi, la librairie en soi n'a pas eu beaucoup de clients non plus dans la journée, donc il faut relativiser un peu. Parce que les salons du livre, s'il y a personne, vous avez les autres auteurs pour discuter. Ouais, les dédicaces, on peut vite être gêné aussi. Ouais. Pour avoir été libraire aussi, et pour avoir accueilli des auteurs en dédicace qui ne vendaient pas en dédicace, la gêne peut être des deux côtés, hein, du côté du libraire, du côté de l'auteur. Mais voilà, comme au salon du livre, il faut apprendre à relativiser et il faut pas se braquer, c'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience. Après, il peut y avoir d'autres dédicaces où on peut avoir des surprises et on peut avoir du monde. Oui, parce que même s'il y a personne, que ça peut vous paraître comme une mauvaise expérience, c'est une expérience. Donc après, bon, si vous avez eu personne, vous n'avez rien vendu, laissez-vous le temps d'encaisser le choc et après mettez sur papier ce que vous avez fait pour promouvoir cette dédicace, qu'est-ce que vous avez fait pour faire cette dédicace et ce que vous auriez pu faire et que donc vous ferez peut-être mieux la prochaine fois pour la faire promouvoir, pour que les gens sachent que vous êtes à cet endroit-là, à ce moment précis. Mais ne partez pas négatif, tout est bon à prendre, même une mauvaise expérience va vous resservir plus tard et transformer vos expériences en une bonne expérience. Un autre moyen de se faire connaître physiquement en vrai, donc on a parlé des salons du livre, on a parlé des dédicaces, mais il y a aussi autre chose qui est, je pense, autant important, c'est de participer à la vie littéraire de sa ville ou de sa région. Moi je l'ai fait finalement un peu inconsciemment, c'est au fil des années. Naturellement. Ouais. Je pense que dans toutes les villes, il y a des animations, il y a des soupes aux livres, je sais pas moi, des cafés philo, des séances lecture, de ces choses-là. Je pense que c'est important d'y participer, même si moi des fois ça m'est arrivé d'aller à un événement, j'avais pas trop la motive, je voulais pas trop y aller, parce que je connaissais personne, et voilà. Mais je me suis forcée, et puis au bout d'un moment, on revoit les mêmes personnes, et ces personnes-là, à force de vous voir en tant que, pas forcément en tant qu'auteur, mais en tant que personne qui s'implique dans la vie littéraire, c'est important, parce que les gens vont parler de nous, du coup, on va faire connaissance avec plein de personnes qui sont intéressées par la littérature et qui potentiellement pourront parler de nous à d'autres personnes. Et ça c'est quelque chose, en fait on se crée une réputation littéraire dans notre région et c'est très important. Et c'est comme avoir une entreprise, hein. Plus vous voyez de monde, en fait à chaque fois que vous voyez une personne, ça peut devenir quelqu'un qui va parler de vous. Donc parlez de vos romans, participez à la vie active de votre ville, de votre région, soyez dans le paysage littéraire. Tous les gens que vous allez rencontrer sont des prospects possibles et sont des gens qui peuvent parler de vous et qui vont faire votre marketing en fin de compte. Parce que si vous parlez à une personne qui va parler de vous à son entourage, vous démultipliez les gens qui vont entendre parler de vous. Donc quand on a une entreprise, on dit qu'il faut en parler à tout le monde, même la boulangère, vous allez la voir, vous dites ouais, j'ai écrit. En même temps que vous achetez votre baguette, oui, je fais ce métier-là, je suis auto-entrepreneuse. Bon, là, vous allez acheter votre baguette, oui, en ce moment j'écris un livre, voilà, enfin, pas forcément pour se vendre, mais juste que les gens sachent au final. C'est ça, il faut pas rester dans son coin. Surtout pas. Alors, c'était pas facile, hein, parce que moi j'étais très timide avant d'être écrivaine. Et même longtemps après, je suis plutôt du genre réservé, j'aime pas parler de moi,
Mais au début, c'est dur, surtout quand c'est son J'aime premier pas parler de mes roman. livres, voilà. J'aime pas... Ouais. C'est pas naturel de dire, bah j'écris ça et ça parle de ça. Bah à la limite, voilà, je peux dire, oui, bah j'ai écrit 8, 9 romans, point à la ligne. Je vais jamais dire des romans de fantasy et parler, encore moins dire de quoi ça parle. Sauf si vraiment on me pose la question, mais voilà, je suis vraiment pas du genre à me mettre en avant. Surtout quand on est jeune et qu'on Ouais. écrit notre premier roman, on a du mal à se sentir déjà écrivain ou écrivaine, à parler de nous en tant qu'auteur, et pourtant vous écrivez, vous êtes écrivain. Même au salon du livre, Ouais. au salon du livre c'est pareil. Je crois qu'encore maintenant, je reste un peu timide derrière ma table et j'ose pas aborder les gens. Et je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent vachement bien, qui abordent et tout ça. Après, faut pas être non plus trop encombrant. Il y a un juste milieu. Voilà, il y a un juste milieu. Mais il faut savoir parler de soi, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, pour en revenir à la vie littéraire, voilà, il faut savoir être là, être actif. On sait jamais les rencontres qu'on va faire. Je vois qu'une fois, je m'étais amusée un peu à me dire qu'est-ce que j'aurais pas fait si j'étais pas allée à tel événement. Et au final, il y a plein de choses que j'aurais pas fait. Je crois qu'il y a même certains de mes métiers que j'aurais pas fait si j'étais pas allée à tel événement, que j'avais pas rencontré un tel, puis parlé à lui, qui m'a invité ici. Puis... Voilà, c'est vraiment, il y a toute une sphère qui se crée et il faut faire partie de la sphère. C'est ça, pour rentrer dans la sphère. Voilà. Du coup, ça enchaîne, finalement, ça se tient avec notre dernier conseil pour apprendre à se faire connaître, c'est de prospecter, de parler de votre projet à tous les gens que vous croisez. Après, il y a des petites astuces. Si vous faites soit des vidéos comme nous, si vous faites... si vous avez un blog, il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, qui vont aller interviewer par exemple d'autres auteurs. Ça permet mine de rien de prospecter, de dire moi aussi je suis auteur, mais je veux d'abord parler de toi. Mais il y a un échange qui se fait. Vous pouvez aller prospecter les librairies par exemple, aller vers les librairies, leur dire voilà, je suis auteur, j'écris un livre, je voudrais également écrire un article sur votre librairie. Est-ce que vous le permettez? Est-ce qu'on peut en parler 5-10 minutes de votre librairie pour que je fasse un article dessus? Vous apportez quelque chose à la librairie, vous n'êtes pas là uniquement pour vous vendre, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de plus gênant que d'être là uniquement pour se vendre. Si vous prospectez avec l'idée d'amener quelque chose à votre prospect, du coup c'est plus de la prospection, ça devient de l'échange. Et c'est beaucoup plus naturel et beaucoup moins gênant. Moi je sais que dans mon entreprise, je prospectais pas du tout. Parce que je détestais ça. Mon copain m'a poussé 2 après-midi, il a dû m'accompagner pour que j'aille déposer des flyers et des cartes de visite dans les commerces. Et je détestais ça et d'ailleurs ça n'a rien donné. Parce que j'avais l'impression de demander l'aumône en fait, c'est horrible. Donc, et pareil, c'est ma community manager à qui j'ai fait appel beaucoup trop tard, qui m'a dit mais va voir les boutiques qui t'intéressent et propose-leur un article de blog en échange de juste laisser ta carte de visite. Ça crée une vraie relation déjà avec votre prospect et entre votre prospect et vous apportez quelque chose et c'est beaucoup plus valorisant pour vous-même. Oui, et puis franchement, prospecter parce qu'on a écrit un livre. Nous, on se rend pas compte parce qu'on a écrit un livre, quand on est écrivain, on se rend pas compte, mais les gens qui sont en face de vous, ils vont trouver ça très impressionnant d'avoir un écrivain en face d'eux. Et pour beaucoup, les écrivains, c'est des personnes qui sont mortes et on lit leurs livres en cours. Non, mais c'est vrai. Il y a encore le statut de l'écrivain des fois dans la tête des gens. J'ai des copains, enfin des potes de mon fiancé. Une fois, il a sorti à mon fiancé. Mais ta copine, elle est écrivaine, mais pour moi, les écrivains, ils sont tous morts. Je hallucine et il y en a beaucoup. C'est un peu aussi ça. Oui, c'est parce que dans notre scolarité, un peu au collège et au lycée, c'est vrai que la plupart des écrivains qu'on étudie, ils sont morts. Oui. Et donc du coup, ça laisse un peu cette image de sacré
écrivain dans son bureau. Sur son piédestal. Voilà. Alors que pas du tout. C'est ça. Et puis ça a le côté intellectuel aussi. Oui. Et c'est vrai que ça impressionne les gens quand on leur dit qu'on a écrit un livre, un écrivain. Donc du coup, faut vraiment pas hésiter à le dire. Oui, c'est ça. Donc voilà pour nos petits conseils pour vous aider à vous vendre en tant qu'écrivain. J'espère que ça va vous aider et que ça vous aide. Dites-nous en commentaire si ça vous aide, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on vous propose comme conseil. Si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Les Sœurs Pradey. Et on vous dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous! Ciao ciao!